Je voudrais commencer d'abord en remerciant les organisateurs du colloque pour leur accueil chaleureux et aussi la comité scientifique d'avoir porté intérêt à ma proposition pour la communication. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Giono et la nouvelle L'homme qui plantait des arbres. Et en comparaison avec une animation de Frédéric Bach. La nouvelle L'homme qui plantait des arbres de l'écrivain français Jean Giono, publiée en 1953, a été reprise en 1987 par l'illustrateur canadien Frédéric Bach sous forme de film d'animation. Écologiste reconnu, membre de Greenpeace, Bach, qui est né en Allemagne, à Saint-Arnoul, a émigré au Canada après avoir fait ses études à Strasbourg et à Rennes, où il faisait des illustrations et créait des effets visuels pour les émissions culturelles et scientifiques de Radio-Canada. Ses courts-métrages reflètent ses intérêts pour la culture québécoise et l'environnement. Aussi connue que l'œuvre de Giono, l'animation de Bach remporte l'Oscar de meilleur court-métrage décerné par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Los Angeles en 1988. Le statut de la nouvelle par rapport à l'adaptation remonte à sa publication et la discussion autour de son statut fictionnel. Patricia Richard Principali discute dans un article récent de l'adaptation de la nouvelle en livre jeunesse destiné aux usages scolaires et augmenté de dossiers pédagogiques. Elle remarque que le texte de Giono subit une adaptation particulièrement intéressante en ce qu'elle ne passe pas par un travail sur le texte lui-même, mais repose sur un changement de genre et de statut, c'est-à-dire une juvénalisation de la nouvelle dont elle identifie la publication en édition jeunesse, ensuite l'introduction à l'école de cette édition par la préconisation ministérielle. Mais l'adaptation particulière de la nouvelle en animation permet de rouvrir la discussion d'une nouvelle qui semblerait se prêter à des adaptations qui la transforment sans en changer un mot de texte. La théorie de l'adaptation filmique qui s'est développée au cours des dernières décennies ne traite que rarement des films animés, et encore moins des adaptations de nouvelles. Une analyse comparative de la nouvelle de Giono et des films de Bach permettra donc d'élargir la discussion autour de l'adaptation, ainsi que d'identifier comment l'interprétation de Bach rend visible l'inaperçu de la nouvelle. Parler d'animation animée, en ce qui concerne ce court-métrage de Giono, demande quelques précisions supplémentaires. La voix off évocatrice de Philippe Noiret raconte mot par mot le récit de Giono, mais Bach alterne des concordances verbales audiovisuelles avec des désynchronisations pour offrir une interprétation originelle de la nouvelle qui dépasse l'illustration. L'animation de Frédéric Bach remet en cause l'environnementalisme de Giono à travers une focalisation permise par la vision et l'ouïe et qui engage les spectateurs dans une expérience riche, sensorielle, qui déplace la centralité logicentrique. Mais l'adaptation se distingue surtout par une esthétique de désintégration de l'image qui privilège le mouvement littéral et figuratif et qui provoque une expérience de kinesthésie pour le spectateur. Bach, a-t-on dit, évoque un impressionnisme animé. Le style de l'animation rappelle aussi les mouvements flous et indéfinis de l'expressionnisme et souligne deux idées clés. Premièrement, la proximité de la vie à la mort et la menace constante pour l'être humain de se désintégrer en poussière. Et deuxièmement, la synthèse naturelle entre les êtres humains et la Terre. Son usage de couleurs, la porosité des images, un emploi de sons et de mouvements qui gèrent la compréhension du spectateur
enjeux de désynchronisation entre le son et l'image et sa conscience des différences culturelles entre l'Occitanie et le Canada dirige notre perception du texte intégral de Giono et dévoile l'inaperçu. Bach expérimentait dans les ateliers de Radio-Canada avec de nouvelles techniques, telles l'application de crayons de bois Prismacolor sur l'acétate dépoli pour trouver des moyens d'expression qui convenaient à sa cause environnementale. Et ceci, c'est une citation de Bach. Je voulais utiliser un langage extrêmement prenant pour sensibiliser les spectateurs à des problèmes à la base. Nous agissons contre la nature et les animaux en particulier qui ne sont plus capables de résister à tous les assauts. En 2010, Dirk van der Beke constate que le genre de la bande dessinée s'approche plus à la littérature qu'au film, puisqu'elle se prête à la représentation de l'intériorité des personnages, surtout à travers les couleurs. L'animation de Bach commence avec des scènes distinguées par un manque de couleurs et une certaine monotonie de temps, mais termine sur une explosion de couleurs vives et variées. Donc, on va voir ici que nous avons vous avez deux images avec le texte associé. Le premier, c'est plutôt des gris, des blancs, et puis nous avons des tons sépia dans la deuxième. Et donc, c'est au début du film. Puis, quand on arrive vers la fin, on a des couleurs, beaucoup de couleurs. Voici deux exemples de ceci. Cette progression de la monotonie de ton vers une explosion de couleurs indique sans doute le rétablissement de l'esprit du narrateur soldat, mais souligne en même temps le passage du temps et surtout un rapport entre les personnages et leur environnement. Du côté visuel, on remarque aussi une progression vers des images plus détaillées et plus opaques, telle que celle de la délégation forestière. Donc ici, on voit la délégation forestière et c'est clair qu'ici, nous avons plus de couleurs, plus de détails et en plus, moins de porosité, moins de désintégration de l'image. La transparence dénote un rapport osmotique entre l'homme et son monde, tandis que l'opacité suggère au contraire une séparation claire. Cette idée de rapport entre le monde naturel et l'homme se présente simplement dans la nouvelle de Giono dès le début, quand le narrateur voit Bouffier pour la première fois de loin et le prend pour un arbre. Mais Bach la rehausse pour qu'elle devienne un engin de récit développé à travers son style d'art dans toute l'animation. Ainsi, la scène de la présentation de la famille d'Elzéar Bouffier met en scène un jeune garçon qui tombe des bras des amers pour fondre dans la terre, suivi de la chute et désintégration de la femme. Et ici, c'est un petit extrait du film. Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait. Au-delà de la manipulation de la couleur et la porosité, opacité de l'image, le style animateur de Bach se distingue par sa conscience de l'importance de l'axe interculturel. Rappelons qu'il interprète une nouvelle française marquée par des singularités culturelles telles le Mistral pour un public canadien. Ceci se démontre clairement dans deux scènes. La première au début du film où il entend pour la première fois le son du vent.
Ici, l'animation s'établit dès le début dans son indépendance, puisqu'elle est libérée dans ces premiers moments du récit que le narrateur n'a pas encore commencé. Dans ces instants, un public canadien pourrait s'imaginer au Canada en hiver, en écoutant le vent et observant les crêtes blanches peut-être enneigées. Les premières images de l'animation livrées de mots permettent à Bach d'ouvrir un espace d'observation pour son public canadien où il puisse se préparer à comprendre l'austérité du vent mistral en l'approchant à partir de ses connaissances de l'hiver du Nord. Dans cette introduction non-verbale bien conçue, on peut aussi faire remarquer l'oiseau de proie qui se présente en ombre sur le côté de la montagne avant son entrée en scène et s'en sort en fondant dans le paysage. La deuxième scène, qui démontre l'importance de l'axe interculturel, met en scène une métaphore évoquée par Giono et qui rappelle l'observation d'Henri Bergson qui avérait que l'emploi des sens est appris plutôt que inné à l'espèce humaine. Le narrateur invité chez Bouffier décrit sa maison et le détail de son toit de tuiles canal. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Pour un public sans connaissance de tuiles canal, la description de Giono est utile. Mais l'augmentation de la métaphore par des éléments sonores et visuels dans l'animation lui permet de saisir plus facilement l'expérience de la couleur régionale. Mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là, à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Dans cet exemple de la sonorisation de la métaphore, Bach souligne la concordance. Mais ailleurs dans l'animation, il alterne la concordance verbale audiovisuelle avec la désynchronisation du son et de l'image. C'est cette désynchronisation qui oriente la perception du spectateur vers l'inaperçu affectif, voire la peur ou l'anticipation craintive, et lui permet de lire dans l'esprit du narrateur qui rentre d'une guerre traumatisante. De retour après un déploiement de 5 ans pour faire son service militaire à l'époque de la Première Guerre mondiale, le narrateur reprend le chemin qui l'avait conduit jadis à Hézières-Bouffier. La nouvelle présente ces faits d'une manière directe. Le narrateur avoue qu'il imaginait la possibilité de la mort du berger, une idée qui pénètre dans la prose du récit. D'abord, il fait référence au village mort et ensuite répète 2 fois le verbe mourir et l'adjectif mort. Mais une vraie maison en pierre. Pardon. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai souligné les parties où le texte parle de mort. Donc, je vais vous lire tout simplement cette citation pour que vous puissiez voir. Ok, donc, sortie de la guerre, je me trouvais à la tête d'une démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est son idée très conçue sur celle-là que j'ai repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé, tout au-delà du village mort, j'ai aperçu dans le lointain une sorte de pierre qui recouvrait les auteurs dans le tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ces bergers planteurs d'arbres.
Disney Channel me disait, je occupe vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier, d'autant que lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort, il était même fort vert et avait changé de métier, ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une centaine de ruches. Et donc, malgré ces références, dans le texte de Giono, le lecteur n'entretient jamais sérieusement l'idée que Elzéar soit mort. Au contraire, l'animation de Bach emploie plusieurs techniques de film pour suggérer au spectateur que le narrateur ne retrouvera pas son ancien ami. Et notamment, ces techniques sont d'abord la juxtaposition dans la séquence narrative de scènes de guerre avec le retour au village, la désynchronisation audiovisuelle et puis, en troisième, la pause. Bach augmente son adaptation du texte de Giono de scènes de guerre que Giono ne décrit pas et les enchaîne avec l'arrivée du narrateur au village. Le son d'explosion cède au son d'une mouche qu'on ne voit pas et d'un corbeau qui accompagne les images de transition. À cet instant, les images du village désigné mort par Giono évoquent la séquence d'introduction où Bach interprète un squelette de village par la transformation de bâtiments ruinés en tête de mort. On remarque que l'énonciation narrative de la phrase « au-dessus du village mort » n'est pas assortie à cette séquence, mais à l'image plus positive du narrateur qui monte vers le prieur des montagnes créées par la forêt. C'est ici encore un petit extrait. Ici, c'est la juxtaposition où vous allez entendre la mouche. J'ai dû couper, en effet, j'ai dû couper le film en 2 parties pour les voir pour la deuxième partie. Okay. Donc, quand le narrateur énonce la possibilité de la mort d'Elzéar, Bach nous présente une deuxième fois le son de la mouche, accompagné cette fois-ci de l'image d'insectes noirs indistincts qui bourdonnent en essaim. La vue sur les mouches dans l'air occupe tout l'écran avant la descente de la caméra qui laisse soupçonner une descente vers une tombe. Pendant la descente de la caméra, la voix du narrateur reste en suspens après avoir entonné la phrase « Il ne reste plus qu'à mourir » pour qu'on n'entende que les mouches. La pause est interrompue par une correspondance subite entre la vue et lui quand le narrateur annonce qu'il n'était pas mort au moment de la révélation d'Elzéar avec ses ruches. C'est à ce moment-ci que le spectateur ravise son interprétation de la mouche qui s'associait à la guerre et à la mort et se rend compte qu'il ne s'agissait pas d'une mouche mais d'une abeille. Il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Pour conclure, revenons sur la théorie de l'adaptation qui était le point de départ de ces observations. Le statut d'adaptation non traditionnelle qui ne change rien dans le texte de Giono et qui permet au spectateur de faire l'expérience simultanée de l'original et son interprétation s'avère propice à percer et résoudre les différences et similarités interculturelles. Dans l'espace entre le texte intégral et l'animation, Bach oriente vers une compréhension d'une humanité partagée, ces spectateurs qui courent les mêmes risques existentiels vis-à-vis de la dégradation de l'environnement. Je vous remercie.